Messieurs, dames, bonjour, rebonjour. Très contente de vous revoir pour cette troisième session de pitch à l'Agora des solutions. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là aux autres sessions, je vous explique l'Agora des solutions, c'est quoi? C'est un endroit où en fait on vient vous présenter tous les acteurs du changement qui vont venir vous pitcher en 5 minutes leur impact, leurs innovations, leurs ambitions, etc. Donc pendant 5 minutes, ils ont 5 minutes pour éveiller votre curiosité. Alors ça peut être frustrant 5 minutes, donc on vous invite à aller à leur rencontre juste ensuite, c'est vraiment le concept, hein, donc n'hésitez pas. On va donc commencer cette troisième session où cette fois-ci on va parler du traitement des ressources et de l'environnement. On va commencer avec Énergie FD, présenté par Thierry Labrosse. On peut l'applaudir. Ouais, avec l'HDMI. Juste là. Merci. Très bien. Donc, bonjour. Merci de vous intéresser à nos réservoirs d'eau enterrés pleins de sable. Alors, on a développé une solution qui permet de stocker indéfiniment de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les normes imposent de ne pas conserver plus de 4 jours dans un réservoir. Nous avons fait en fin de compte une nappe phréatique artificielle qui fonctionne comme une nappe phréatique. On ne sort pas d'eau potable à la sortie, bien sûr, mais c'est de l'eau qui est déjà bien améliorée. Le système, une fois qu'il est construit, est invisible. Nos réservoirs sont quasiment indestructibles, ce qui est un gros avantage dans des zones où on peut avoir des incendies, où on peut avoir éventuellement des explosions ou du vandalisme. On en a, alors ça n'est pas une invention que l'on vient de faire puisqu'on a un brevet. Ça fait plus de 10 ans qu'on installe ces systèmes et on construit donc des réservoirs dans le désert de Djibouti, dans les zones semi-désertiques de Madagascar, mais aussi dans des zones tropicales, puisqu'on récupère l'eau de pluie, qu'elle vienne d'une toiture ou d'un ruissellement au sol. On va la stocker dans le réservoir et on va la réutiliser à la demande. Vous n'utilisez pas l'eau, eh bien, elle va rester en bon état plusieurs années. Et pour la France, on a la possibilité de récupérer des eaux en hiver et de les utiliser en été sans être perturbés par les restrictions préfectorales qui ont déjà commencé et qui vont malheureusement s'accélérer. Donc là, c'est une image qui est volontairement, qui ne correspond pas vraiment à la réalité, mais dans le principe, nous stockons de l'eau dans des agrégats. Le réservoir n'a pas de béton, on n'a pas de cuve. C'est un système qui, on va réaliser une immense cavité, on va mettre des systèmes d'étanchéité et on va utiliser à 99% des agrégats locaux. Ce qui fait qu'en fin de vie, quand le réservoir présentera des fuites dans 100-150 ans, la quasi-totalité, 98% de ce qui a servi à construire le réservoir sera réutilisable. Et là, je repars encore dans une semaine pour en construire 2000 mètres cubes à l'étranger. Donc on a commencé à en faire en France. On a eu la chance d'avoir une commune en Ardèche qui a des problèmes de manque d'eau en été. On a construit le système au-dessus du village. Dès qu'ils ont des restrictions d'eau parce que leur source se tarit en été, notre château d'eau, qui est invisible, c'est eux qui le décident et ils décident régulièrement tous les jours par rapport au manque d'eau dans les sources, de fournir pour tout le réseau. Alors évidemment, les eaux passent dans des traitements, les traitements classiques. Et pour les sociétés privées, il y a même possibilité,
à partir de notre réservoir, d'installer des osmoses inverses et d'avoir de l'eau potable. Parce que, si vous avez compris, notre réservoir est un immense filtre à sable géant. Voilà un petit peu un résumé. Je suis dans les temps. Oui, on a même un petit peu de temps pour des Bien. questions, si vous le souhaitez. Donc, est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce que vous souhaitez rebondir ou est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit? Je vois personne. Pardon, avec la lumière, je vois rien. Bonjour. Bonjour. Comment assurer que l'eau ne peut pas être... comment arriver qu'il n'y ait pas de pollution qui arrive par le haut? Très bien. Ce qui fait la pollution d'un stockage d'eau, c'est les polluants qui sont dans l'air, entre autres. Si vous faites une bassine, on ne va même pas parler des problèmes de pompage dans la nappe, puisque une bassine, le gros problème, c'est que c'est un petit groupe de personnes qui organisent un stockage d'eau en pompant dans une nappe qui appartient à un grand groupe. Donc c'est un système égoïste. Et l'inconvénient, c'est qu'une bassine, comme tous les retenues collinaires, en été, on va avoir des cyanobactéries. On va d'abord avoir de l'évaporation. Un bassin en France sur 2022, c'est une perte de niveau de 1 mètre. Donc si votre lac fait 2,50 m en moyenne, ben, vous avez déjà perdu quasiment la moitié. Le deuxième problème, donc, c'est le croupissement de l'eau. Dès qu'on a du soleil, on va avoir des algues et on va avoir des cyanobactéries et des cyanotoxiques. Et là, ça commence à devenir un peu embêtant. Il n'y a que les lacs de montagne qui ne présentent pas ce type de problème. Donc stocker de l'eau présente, il faut impérativement que l'eau soit enterrée. Et le système de REPS, c'est que c'est les millions de petits grains qui servent à construire le réservoir qui protègent l'eau. Donc nous n'aurons pas d'évaporation, on n'aura pas de moustiques, on n'aura pas d'algues et donc pas de polluants dangereux. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, il y a une autre question. J'arrive. Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, je viens d'arriver, mais le sujet me paraît très intéressant. Je suis de la Guinée, Conakry. Il pleut 6 mois sur 12. Je voudrais savoir si c'est applicable sur toutes les terres. Alors, Est-ce que vous aviez une connexion déjà en Guinée? Alors, nous n'avons pas de connexion en idée. On a commencé à inventer ce système. On a eu médaille d'or au concours Lépine en France, à Paris. On a gagné plusieurs prix grâce à ce système, entre autres le premier prix de l'innovation sur le groupe pétrolier Total. Et dernièrement, on a gagné le Grand Prix des maires de France dans la catégorie environnement en 2023 grâce au réservoir qui a été fait à Beaumont. Pour revenir à votre question, nous sommes à Madagascar. Je pars encore là-bas pour en fabriquer des grands. Je travaille pour l'ONU, je vais travailler pour... on a déjà travaillé pour Action contre la faim et pour toutes les... on travaille pour CARE International, VSF Sans Frontières. Donc, oui, et ça a été inventé pour ça. C'est-à-dire que ce réservoir est inventé pour les personnes qui ont, à un certain moment de l'eau, et qui ne vont plus en avoir pendant 4, 5, 6, voire 12 mois. Là où on les installe, là où je vais encore en installer la semaine prochaine, c'est des zones où on n'a pas d'eau 11 mois sur 12. Et le petit avantage du système, c'est que le REPS est un réservoir, c'est un château d'eau. Habituellement, un château d'eau, on le remplit avec des camions-citernes dans les zones difficiles. Eh bien, nous, le système, on se débrouille pour que dès qu'il pleut, il se remplit tout seul. Y compris si l'eau de ruissellement est boueuse. Alors, ça nécessite de l'entretien sur les systèmes de filtration, mais en attendant, notre réservoir est prévu pour les périodes, pour garantir de l'eau stockée chez vous, pour les périodes de sécheresse, mais le système, dès qu'il y a une pluie, va se remplir. Suivant la grosseur de la pluie, il va se remplir en totalité ou pas. Mais effectivement, le système marche pour les zones semi-désertiques, pour les zones qui commencent à devenir très sèches, comme l'arc méditerranéen, et
y compris pour les zones tropicales, puisqu'on en installe sur la zone côtière de Tamatave, qui est sur la côte est de Madagascar. Pluviométrie entre 2000 et 3000 mm par an. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais en fin de compte, dans ces zones où on croit qu'il n'y a pas de problème de manque d'eau, c'est des zones qui, dès qu'on a un début de sécheresse de 1 ou 2 mois, la majorité des gens dans les campagnes n'ont plus d'eau potable. D'autres questions? Alors n'hésitez pas à aller à sa rencontre si vous souhaitez en parler, si vous souhaitez en savoir plus. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur Labrosse. Et on a un petit stand qui est juste à côté. Juste là. Vraiment, vous avez juste à traverser. Merci. Merci. On va accueillir tout de suite Elliot Martin qui va nous pitcher Drop. Merci à vous. Qui va nous pitcher Drop. On va faire un petit peu de place parce qu'il va y avoir une petite démonstration, si j'ai bien tout compris. Super. Je vous laisse la clé pour... Ouais. Ouais. Vous assistez aux coulisses, désolé. Fausse alerte. Hop. Voilà, Elliot Martin, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Alors d'abord, ravi d'être ici présent parmi vous pour présenter un petit peu Drop. Donc Drop, alors vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu régulièrement dans les journaux plusieurs problèmes sur la qualité de l'eau en France, ce qu'on appelait des polluants émergents, donc notamment certaines molécules. Donc typiquement, quand on regarde un petit peu les eaux de surface phréatiques, on va avoir un problème de pollution de surface. Merci. On va avoir un problème de pollution de surface avec notamment des résidus de pesticides, des médicaments, des PFAS, les polluants éternels, vous en avez peut-être entendu parler. Et puis ce qui se passe également, c'est que par effet d'inertie, même si on stoppe certaines pollutions, ça rentre dans les nappes phréatiques. Et donc c'est des pollutions qui ressortent des années après dans les stations de pompage et donc qui viennent polluer ensuite des habitants. Il y a également des disparités sur la recherche de ces polluants, c'est-à-dire que entre Paris, par exemple, et la Bretagne, on ne va pas forcément chercher le même nombre de polluants, les mêmes polluants, déjà pour des raisons économiques, et en fait surtout pour des raisons économiques aussi. Alors, face à ça, il y a la population qui est assez inquiète sur la qualité de l'eau du robinet, bien qu'elle soit quand même très contrôlée. Et aujourd'hui, donc, c'est 1 Français sur 2 qui consomme de l'eau en bouteille. Et donc l'eau en bouteille, déjà, elle est très chère. Et puis surtout, elle a un impact carbone assez important. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une bouteille d'un demi-litre, par exemple, ou même d'1 litre, quand on considère la chaîne logistique, c'est-à-dire la fabrication, le transport et au mieux le recyclage, quand vous consommez 1 litre d'eau en bouteille, cela correspond à consommer un demi-litre de pétrole. Donc, vous buvez une bouteille d'eau d'1 litre, vous consommez un demi-litre de pétrole. Et puis, pour faire 1 litre d'eau en bouteille, il faut en fait 2 litres d'eau. Donc ça a un impact assez énorme. Et puis c'est 9 milliards aujourd'hui de bouteilles plastiques consommées par an en France, soit 25 millions jetées par jour. Et alors si quand même on veut continuer de filtrer son eau, c'est-à-dire pas utiliser de l'eau en bouteille, se prévenir de ces types de polluants, ce qu'on appelle les polluants émergents, on peut utiliser donc des filtres. Or les filtres actuels, ils ont tous la même problématique, c'est qu'ils sont en plastique. On a souvent des cartouches plastiques qu'on va venir jeter, qui sont inconsommables. Ils ne sont pas toujours très efficaces sur les polluants émergents, qui sont des molécules hydrophiles, donc qui vont avoir tendance à rester dans l'eau, qu'on a du mal à filtrer. Et donc c'est face à ce constat qu'on a construit Drop. Donc Drop, c'est un produit qui se base sur du charbon actif. Il y a plein de charbons actifs qui existent aujourd'hui sur le marché. C'est une vraie science. Entre un charbon actif, par exemple, d'aquarium, un charbon actif pour filtrer l'air, et ce charbon actif-là pour l'eau, l'aspect microscopique sera très différent. Donc on va avoir une porosité particulière qui va vraiment être designée pour certains types de polluants. On le voit un petit peu ici, là. Voilà. C'est un charbon actif en grains, ce qu'on appelle un GAC, qui va maximiser notamment la surface de contact au milieu. Et puis ensuite, donc on va venir décliner cette matière-là dans différents produits, donc 2 produits actuellement, qui vont avoir tous le même ADN, c'est-à-dire pas de cartouche et un système de recharge en vrac. Alors ça a plusieurs avantages. D'une part, il n'y a pas de déchets, puisque le charbon actif, c'est du carbone, donc on peut venir le composter dans le jardin. Et puis il y a un coût d'usage qui est très faible, parce que donc on change le charbon tous les mois, et c'est 30 € l'année du coup en coût d'usage, parce qu'on change que la matière.
Alors concrètement, comment ça marche? Donc, je vais vous faire une petite démo, je vais devoir couper le micro. Donc on va venir déjà remplir la sphère supérieure au robinet. J'explique un petit peu. Dans le cylindre ici, on va avoir le charbon actif en vrac, qui est maintenu par une grille qui a une dimension particulière. Et ensuite, on va venir recueillir l'eau dans les pièces de verrerie. Il n'y a pas de charbon actuellement pour la démo. Voilà. Donc, on remplit à l'eau du robinet, on va venir créer un vortex. C'est assez important pour le taux d'oxygénation de l'eau. Quand vous buvez une eau de source en montagne, par exemple, elle va avoir un aspect en bouche assez léger, très, très bon finalement. Et puis si vous achetez la même eau en bouteille, elle aura perdu cette oxygénation, donc cet aspect de légèreté en bouche. Donc on va venir vraiment recréer ce vortex qui est important, qui va permettre également de dégazer certains polluants. Ensuite, donc, on filtre. Donc là, il n'y a rien, c'est pour la démo, mais il y a le charbon actif en vrac. Et puis on récupère l'eau. Toutes les pièces de verrerie sont faites à la main. C'est du verre soufflé qui est fait à Lyon. Et voilà. Donc c'est un projet qui met en avant deux choses, la cohérence et la cohésion. La cohésion, pourquoi? Parce qu'on travaille avec plusieurs intermédiaires, plusieurs acteurs. Donc par exemple des maîtres verriers qui vont souffler le verre, donc on préserve des métiers, on préserve un savoir-faire français. On travaille également avec des industries, par exemple le cylindre ici c'est du soudage, des lasers et du repoussage. Donc c'est une grosse industrie, et avec des laboratoires partenaires et des collectivités. Donc on essaie de fédérer un petit peu les gens autour de ça. Et puis également une cohérence, parce que finalement, filtrer l'eau dans du plastique, comme on le fait régulièrement, c'est un peu un non-sens. Et donc là, on a un produit sans plastique et sans consommable. Voilà. Donc je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Excusez-moi, pardon. On a un peu de temps, donc on peut répondre à quelques questions ou rebondir sur le sujet. Est-ce que certaines personnes souhaitent poser des questions sur ce que vous venez d'entendre? J'arrive. Ce sera plus sympa avec des questions. Bonjour, je voulais savoir si la formule gourde permettait de l'utiliser à la montagne, en voyage, etc., contre les bactéries. Alors non. Nous, on se concentre vraiment sur la dépollution chimique, d'accord, et pas bactériologique. Donc c'est pas une gourde c'est pas une gourde de survie. C'est vraiment une gourde pour tous les jours pour enlever la pollution chimique. Donc ça permet pas de potabiliser. Ok, merci. Bonjour. Vous avez dit que le charbon, on pouvait le récupérer en vrac. Où est-ce qu'on trouve le charbon actif en vrac? Alors du coup, vu qu'on conçoit le charbon avec un fournisseur, donc on vend ce charbon-là, donc chez nous. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel autre charbon qui va marcher au niveau granulométrique, mais ça ne va pas aussi bien marcher parce que, comme j'expliquais, il y a plein de types de charbon différents. Si par exemple vous utilisez un charbon d'aquarium, vous n'aurez peut-être plus de chlore, mais il ne va pas avoir les mêmes effets sur les polluants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez rebondir sur d'autres aspects? Dans tous les cas, vous savez que vous pouvez retrouver Drop juste ici, c'est à côté, donc c'est plutôt pratique. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, merci. On a une 4e session, mais je vais être honnête avec vous. On a un petit problème de logistique. C'est les aléas du direct. Donc on va si ça vous dérange pas, de patienter 2 petites... Oui, pardon. On va éviter de noyer le micro. De patienter 2 petites minutes. On va continuer donc avec une 4e session qui cette fois-ci va parler de l'IA responsable et du numérique, avec notamment BrainyTech. J'ai juste besoin de trouver... C'est bon. Merci. C'est bon, c'est réglé, voilà, c'est beau, c'est parfait. Oui. Donc voilà, pardon, excusez-nous pour cette 4e session de la matinée. On parle donc d'IA responsable et du numérique. Cette fois-ci, on commence avec Alexandre Foulon qui vient nous parler de BrainyTech. Tout de suite, on va brancher la présentation. Je vous en prie, le micro.
Merci, on peut l'applaudir, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc Alexandre Foulon, je suis président de Brenitech. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le numérique a un impact environnemental assez conséquent, un impact aussi social, un impact économique. C'est justement la raison d'être de Brenitech. Brenitech, c'est une société à mission spécialisée dans le numérique responsable. Nous, on a pris conscience de l'impact environnemental du numérique il y a plus de 10 ans. On ne parlait pas encore de numérique responsable, mais on était spécialisé dans l'éco-conception de services numériques. On était parti du constat des solutions bien trop complexes, souvent inadaptées, et avec forcément un impact environnemental grandissant. On a constaté au fil des années l'évolution justement des mesures d'impact et le manque de prise de conscience des utilisateurs finaux. Donc on s'est dit aussi qu'il faut agir à sensibiliser ces utilisateurs, à pouvoir les faire monter en compétences. Le numérique actuellement, d'après les dernières études, on est entre 4 et 7% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qui est uniquement due au numérique. 10% de la consommation électrique mondiale est due au service numérique également. Et avec l'explosion des usages d'intelligence artificielle, les chiffres annoncés sont assez effrayants. Donc, nous, on accompagne en tout cas nos clients, on accompagne le grand public aussi sur 3 problématiques principales. C'est d'une part, quand on a besoin de répondre à nos besoins de transformation numérique, on a besoin de répondre à besoin spécifique, on va venir développer, éco-concevoir justement la solution la plus adaptée. Donc que ce soit à travers un site internet, e-commerce, vitrine, peu importe, une application web ou mobile. On développe également justement des algorithmes et des logiciels, notamment pour les objets connectés, l'IoT, beaucoup dans l'industrie. Et donc, à travers ces outils, on va d'une part répondre aux besoins spécifiques tout en permettant de limiter son impact environnemental et surtout donner à nos utilisateurs et nos clients des mesures chiffrées de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau qui va lui permettre de pouvoir prendre conscience, d'évaluer, de piloter cette consommation et cet impact. L'autre volet, on va accompagner aussi à travers du conseil accompagnement nos clients pour pouvoir mettre en place des solutions de stratégie numérique responsable, des solutions de pilotage de cette stratégie ou pourquoi pas s'orienter vers une labellisation numérique responsable. On est nous-mêmes en fait labellisé numérique responsable niveau 2, le label français géré par l'agence Lucie et on est donc partenaire de l'agence Lucie pour accompagner les entreprises qui souhaitent se labelliser. Et le troisième volet, on est parti d'un autre constat à force d'accompagner des entreprises sur ces thématiques. On s'est rendu compte que les outils numériques utilisés au quotidien n'étaient pas forcément vertueux, faute d'offres qui le permettaient, ne leur donnaient pas non plus d'indications de consommation. Donc quand les besoins n'étaient pas spécifiques, ils n'allaient pas développer une solution sur mesure et ils allaient forcément se baser sur ce qui est sur le marché. Donc on a développé un écosystème de solutions SaaS éco-responsables pour pouvoir répondre à ces besoins un peu plus courants, disons, tout en leur permettant justement d'avoir des mesures d'impact, d'avoir une approche un peu plus vertueuse et sensibiliser aussi les collaborateurs à travers l'interface utilisateur parce que de façon simple, on va pouvoir pousser l'utilisateur à changer son comportement. Un exemple très très courant, les uploads d'images, quand vous allez télécharger une photo de profil, si je vous impose un certain format, un certain poids, ou si au contraire à chaque fois que vous allez le télécharger, je vais justement compresser, redimensionner ce format, je vais pouvoir imposer un changement de comportement indirect, soit en vous incitant à le faire vous-même, soit en le faisant de façon automatique dans l'outil, pour pouvoir réduire la consommation d'énergie, l'espace de stockage utilisé. Et à travers tous nos accompagnements, que ce soit nos applicatifs ou nos développements sur mesure, on parle de responsabilité des données. Donc on va venir stocker soit directement chez les clients, au lieu d'utiliser des data centers externes, on va transformer des vieux ordinateurs qui étaient mis au rebut dans un placard en petits serveurs internes chez le client, ou on va aussi, nous, avoir nos propres data centers mutualisés auprès de 5 ou 10 clients pour pouvoir limiter cet impact et pour pouvoir avoir un contrôle total sur ces données. Et justement, sur cette partie IA, il y a de plus en plus de besoins. Donc il y a à peu près 2 ans, on a commencé aussi à les accompagner sur ces sujets. Déjà prendre conscience
l'IA est devenu un mot un petit peu trop courant et souvent flou pour certains. La plupart des besoins se limitent finalement à de l'automatisation et un simple algorithme, donc très léger, très performant, peut être amplement suffisant pour pouvoir y répondre. Quand on va s'orienter vers des solutions d'IA ou d'IA générative, comme vous pouvez voir à travers des solutions comme ChatGPT, c'est dès l'instant qu'il va y avoir un besoin de générer du contenu de toutes pièces, de pouvoir aller agréger énormément de data. Mais la plupart du temps, en fait, on va pouvoir les accompagner sur un développement d'algorithmes. Dès l'instant que le besoin est plus complexe, eh ben, on va venir construire avec eux la solution la plus adaptée, encore une fois, sur un petit serveur chez eux. On va utiliser des modèles open source, on va dimensionner le modèle par rapport aux besoins. Il y a des modèles qui acceptent énormément de paramètres, d'autres beaucoup moins. Et donc, on va déjà choisir le moins énergivore pour répondre à ce besoin et pouvoir après leur développer les interfaces qui vont permettre d'y répondre, de pouvoir communiquer avec et de pouvoir échanger. Donc à travers notre écosystème de solutions SaaS, les premières solutions qu'on a développées, c'est notamment des solutions de dématérialisation de cartes de visite qui permettent de faciliter les échanges professionnels, donc très facilement pouvoir la partager d'une part, mais surtout pouvoir retrouver les contacts que vous avez trouvés. Donc des solutions classiques de dématérialisation, mais en pouvant limiter cet impact et pouvoir mesurer cet impact. On a aussi une solution de réseau social d'entreprise. On a une solution qui est en cours de finalisation qui va permettre d'identifier quels sont vos impacts numériques en interne, de pouvoir piloter et définir des indicateurs. Donc on va avoir tout un panel, un écosystème qui va fonctionner ensemble pour pouvoir limiter vos impacts et répondre à vos besoins de transformation numérique. Notre objectif, nous, c'est vraiment de faire du numérique un levier de transformation durable et responsable. Et donc, ça passe par de la sensibilisation, des outils et de l'accompagnement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie. On a un petit peu de temps, donc si vous avez des questions, on peut en profiter. Est-ce que vous souhaitez revenir sur un sujet, rebondir sur quelque chose, le questionner? On a un petit peu de temps. On a le temps pour une question, notamment. Je suis désolée, je vois rien avec les lumières. Oui, c'est un peu... C'est terrible. Je vois rien en fin de journée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller à sa rencontre. Est-ce que vous savez votre emplacement? Oui, on est au stand OB4 à l'espace numérique et IRA et responsable. Super. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Du coup, on va passer directement à notre autre intervenant de cette session de pitch. J'appelle la plateforme d'interaction Oli avec Martin Beignet. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Vous pouvez venir vous mettre en place? Il y aura deux Martins? Deux Martins, donc. Donc oui. On peut applaudir 2 fois plus, du coup. Sur la technique? Non, c'est bon, c'est juste que... Hop. Ça arrive, hop, juste que je... Ah. En fait, j'avais le truc sur la clé. Stop. Voilà. Et déjà, moi, choose to mirror extended from the menu. Il faut choisir des options. C'est ça. Et j'avais l'interface. J'ai pas le dialogue. C'est sur quoi là? Il y a dans les systèmes settings. Display, Built-in display. Il le détecte pas, je sais pas pourquoi. Si, parce qu'il y a l'écran qui apparaît à côté. Mais il demande de faire un choix bureau local ou étendu quoi. Ah, c'est bon. Voilà. Il apparaît automatiquement en meilleure tension après la tunnel en 2 minutes. Ça, je ne sais pas. Le
choix qui a été fait là, c'est quoi? Bon alors, en attendant, je vais vous raconter ce qui nous attend aujourd'hui. On a 2 autres sessions cet après-midi, donc ça va être jusqu'à 15h30, voire même 16h, parce qu'on va prendre le temps de parler. On a une première session cette fois-ci avec notre partenaire BPI France, où on va parler de toutes les solutions propulsées par ce partenaire-là. Et ensuite, on aura une autre session de pitch qui portera sur la ville et les territoires. Voilà, rendez-vous tout à l'heure. Maintenant, c'est à vous. Ça marche bien. Merci beaucoup et désolé pour ce petit interlude technique. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'impact environnemental au niveau des produits. On parle beaucoup d'impact OIS. Et là, l'idée, c'est de regarder ce qu'on peut faire à la maille peut-être la plus fine pour les entreprises, donc produits et même services. Et on le disait, on est 2 Martin aujourd'hui. Martin Koff, responsable stratégique et partenariat à Olis. Et moi-même, Martin Beignet, cofondateur et CEO de Olis. Alors déjà, pourquoi parler des produits et des services? Si on parle juste des produits, il y en a 50 millions qui sont commercialisés chaque année. Il faut imaginer nos vêtements, le micro que je tiens dans la main, le café que vous avez bu tout à l'heure. Tout ça, c'est des produits de consommation. Et collectivement, ils représentent 60% des impacts mondiaux. Donc évidemment, ça interroge et puis on aimerait que ça se réduise. Et les institutions travaillent depuis quelques années déjà pour mettre en place des réglementations qui vont obliger les entreprises à bouger sur ces sujets. Oui, donc c'est un marché en pleine évolution et les institutions, que ce soit à l'échelle européenne ou française, elles mettent en place des régulations, des méthodologies ou des obligations à suivre. Et donc si je fais un petit tour, un panorama de ce qui existe et des lois à l'échelle française comme européenne, je vais commencer avec la loi AGEC. C'est une loi qui impose aux entreprises une transparence sur l'information de leurs produits et de leurs emballages. Donc ça, c'est vraiment au niveau du produit. La loi climat et résilience, ensuite, elle va regarder plutôt au niveau de l'impact. Mais des décrets comme l'affichage environnemental vont se refixer sur le produit et mettre en avant, un peu comme un Nutri-Score environnemental, une note sur les impacts environnementaux des produits. Si je continue et que je prends un peu plus de hauteur à l'échelle européenne, il y a la CSRD. Donc c'est pas forcément au niveau d'un produit, ça va être au niveau de l'entreprise et le report de ces impacts ESG. Mais sur les près de 1000 data points qu'il y a à suivre, il y en a 70% qui concernent les produits. Donc c'est là que la CV peut avoir un vrai rôle à jouer. Si je continue, il y a l'USPR qui met en place des réglementations sur l'éco-conception et les règles à suivre. Ensuite, il y a Green Claims qui interdit certaines mentions trompeuses pour la transparence et éviter le greenwashing. Et il y a les DPP qui sont un objectif d'avoir des passeports numériques de vos produits et étendre ce qui existe au niveau français avec la loi AGEC au niveau européen. Et donc c'est un marché en pleine évolution. Les entreprises font face à plein d'exigences de reporting, de communication et de réglementation pour éviter notamment les amendes. Donc du coup, ça fait beaucoup trop peut-être de réglementation, mais heureusement, il y a un point commun qui fait qu'on peut un peu unifier les pratiques côté entreprise. Le point commun, c'est la méthode d'analyse de cycle de vie, ou ACV pour les intimes. C'est une méthode où on va parcourir toutes les étapes, des matières premières jusqu'à la fin de vie, et ainsi quantifier différents indicateurs environnementaux, donc pas que le CO2. Avec ça, bon, d'une part, une communication conforme aux réglementations que vient de présenter Martin, mais aussi, puisqu'on a une approche cartographique, la capacité d'aller faire de l'éco-conception en ayant une idée de quels sont les postes les plus impactants. Petit bémol, pour faire ces études, jusqu'à présent, c'était quand même assez compliqué. En fait, les logiciels qui existaient, il y avait des logiciels experts où, niveau expérience utilisateur, c'est un peu comme faire ses impôts sur Windows 95, donc il y a mieux. Par contre, ça permettait vraiment de rentrer dans le détail, donc ça, c'était top. Et puis, il y a des outils simplifiés qui ont émergé, qui sont plus sympas, mais par contre, souvent, qui ne permettent pas de rentrer dans le détail. On ne peut pas vraiment parler de ce qu'on fait avec son produit. Et donc, tous ces enjeux, ça crée des études longues et coûteuses. Il y a certains témoignages d'entreprises comme Gore-Tex ou Veja qui disent que pour un seul produit, ça leur a coûté peut-être plus de 100 000 € et que ça leur a duré près d'1 an pour collecter les données et essayer d'établir une analyse. Et donc pour ça, nous, on a développé une approche autour de l'utilisateur et on a discuté avec des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute industrie pour comprendre leurs besoins et comment on pouvait y répondre. Et notamment l'enjeu des fournisseurs. Et pour faire un peu une chronologie de comment ça fonctionnait la CV traditionnellement et historiquement, déjà il y a une préétude qui peut durer une semaine et avoir une première idée de ce qu'on va faire. Ensuite, si on veut faire un rapport ACV complet et avoir une ACV complète de son produit, ça va durer jusqu'à 6 mois parce qu'il y a un échange, un collecte de données à avoir avec ses fournisseurs et qui est complexe. Après ça, il y a la communication et il y a la mise sur le marché du produit.
Le problème, c'est que l'ACV, vu qu'elle prend du temps, historiquement, la commercialisation, elle arrive trop tôt. Donc les mesures d'éco-conception, elles sont difficiles à mettre en place. Et donc c'est un des enjeux à réduire, à affronter. Et le dernier enjeu important, c'est la formation. Pour faire une ACV, c'est quelque chose de complexe, qui n'est pas évident à faire. Et si on n'est pas expert et qu'on n'a pas une formation importante, l'ACV, traditionnellement, c'est pas accessible. Du coup, ça nous pose la question, comment est-ce qu'on peut démocratiser la réalisation des ACV qui sont nécessaires pour le côté réglementation et très utiles pour l'éco-conception. Nous, chez Olis, le parti pris, ça a été assez simple, c'est de dire est-ce qu'on peut combiner la granularité qui est permise par les logiciels experts et la facilité d'usage qui est permise par des outils simplifiés. Et la réponse est oui, c'est ce qu'on fait avec notre plateforme. Donc on propose aux entreprises pour que des novices ou des experts d'ailleurs puissent faire des ACV et ce sur n'importe quelle typologie de produit. Pour nous, ça se résume à 3 étapes très simples. La première, évidemment, la quantification avec la collecte de données, la modélisation des produits. La seconde, l'amélioration avec la mise en place de pistes d'éco-conception qu'on va pouvoir chiffrer. Et puis, évidemment, c'est ça qui va le plus intéresser, la communication dans le respect des réglementations. Et on a 2 plateformes qui fonctionnent en tandem. Olis Studio qui est vraiment destiné aux entreprises, aux concepteurs, et puis Olis Workshop à leurs fournisseurs. Alors on ne va pas vous montrer à quoi ressemble la plateforme, ça on pourra en discuter si vous venez à notre stand, mais pour vous dire un peu ce qu'il y a derrière, évidemment beaucoup de données, des données environnementales, des données qui peuvent être issues de fournisseurs, issues de labels. Toute la plateforme a été certifiée conforme par le partenaire marketing de l'AFNOR. Et puis on a une vraie résilience réglementaire, c'est-à-dire que si vous avez un produit que vous vendez dans plusieurs géographies, eh ben on va être capable avec une seule étude de se mettre en conformité comme ça sur différents standards. Et puis, bon, on peut faire ça bien, on peut faire une approche très ergonome, mais dans les faits, si on a beaucoup de produits, ben, on va avoir envie d'automatiser. Et donc, on a développé tout un ensemble d'algorithmes qui vont permettre d'automatiser certaines étapes, d'aller beaucoup plus vite. Ça peut être plusieurs milliers de produits en quelques secondes. Pour vous montrer ça, par exemple, sur un import à partir de fichiers d'entreprise, on est capable de venir générer pour chaque produit un modèle complet de son cycle de vie et ainsi d'avoir les calculs d'impact. Donc c'est ce qui vient de s'afficher. Il y a plusieurs centaines de produits qui ont été calculés ici et on intègre aussi toute la nomenclature de l'entreprise pour que personne ne soit perdu. Et donc ces algorithmes, ils ont été plutôt récompensés. On a été primé par l'UNESCO au niveau mondial. On a labellisé Green Tech Innovation en France et on a des partenaires aussi techniques, par exemple comme Microsoft. Donc concrètement, l'ACV, qu'est-ce que c'est avec Olis ? Si on reprend notre chronologie dont on a parlé juste avant, c'est pour faire une première conclusion préliminaire, quelques heures. Pour faire une ACV complète, on passe de 6 mois à 2 semaines, donc changement de paradigme, pour avoir un rapport d'ACV. Et on peut arriver bien en amont de la commercialisation, mettre en avant des démarches d'éco-conception et avoir une implémentation au fil du projet. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et là où la formation sur une plateforme usuelle, experte, elle est nécessaire et importante, sur Olis, la prise en main, elle peut se faire en quelques minutes et la plateforme est accessible, ludique et on a envie de travailler dessus. L'objectif derrière, c'est d'avoir jusqu'à 20% de réduction de coûts et jusqu'à d'impactement, pardon, et jusqu'à 12% de marge de bénéficiaire avec des produits éco-conçus face à un produit classique. Donc, on accélère la transition de nos clients avec un abonnement. On est présent sur tous les secteurs, textile, construction, aménagement, minier, tout ce que vous voulez. On a été fondé en 2022, donc on reste assez jeune, on a un peu plus de 2 ans, mais on est en croissance organique et on a aujourd'hui près de 17 et bientôt 18 dans quelques jours. Les témoignages de nos clients, Intersport par exemple, avec qui on a fait l'analyse complète d'un catalogue de produits, Dantec, que vous connaissez peut-être avec le lave-vaisselle Bob, on les a accompagnés sur Joe, leur nouveau four, et enfin PwC, où on donne accès à notre outil aussi, comme outil véritable pour leurs clients à eux. Donc du coup, voilà, c'était pour vous présenter Olis. Olis, derrière aussi, il y a toute une équipe d'ingénieurs, de développeurs, de chargés du Customer Success, de designers et bien d'autres. Et pour peut-être conclure, pour rappeler un peu ce qu'on vous a présenté, Olis, donc ça permet de collaborer avec n'importe quelle équipe, avec ses fournisseurs, d'évaluer tout type de produits en masse ou de manière très éco-conçue sur un seul produit, et évidemment de respecter toutes les réglementations. Donc que vous ayez des questions de traçabilité, d'analyse de cycle de vie, d'éco-conception ou de communication environnementale, eh ben, n'hésitez pas à venir nous voir à notre stand NC8. Chez Olis, on automatise des études fiables pour un futur plus durable.
on a un petit peu de temps encore là pour une question. Si vous souhaitez revenir sur quelques sujets, j'arrive. Oui, j'aurais une petite question. Vous avez parlé de l'éco-conception, surtout pour les solutions que la plateforme peut amener, mais je me demandais, est-ce qu'en fin de vie du produit également, il y a des solutions pour améliorer l'impact de la fin de vie? Ouais, c'est une très bonne question. L'analyse du cycle de vie, ça permet de prendre en compte toutes les étapes, des matières premières jusqu'à la fin de vie. Donc quand on fait de l'éco-conception, effectivement, il y a la partie initiale, produit, donc les matières, quel va être le contexte d'utilisation, mais on regarde aussi quels peuvent être les impacts sur la fin de vie. Par exemple, si on fait des choix de conception où on mélange des plastiques, aujourd'hui, il y a très peu de filières qui vont être capables, au niveau du recyclage, de les reséparer et donc de les recycler. Si on ne prévoit pas une manière de démonter facilement l'appareil, il y a des chances que certains composants restent à l'intérieur et soient dans ce cas-là mis à la benne, enfouis, et on perd complètement l'intérêt. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui peut être pris en compte et on peut même aller plus loin. On peut vraiment, chez certains clients qui ont des partenariats avec les éco-organismes, d'avoir vraiment des filières dédiées de recyclage où c'est peut-être fait carrément en interne. Et ça, on peut aussi le modéliser et voir quels sont les intérêts versus la remise sur le marché du recyclage français, typiquement. Ouais, on a le temps encore pour une petite question. Pardon, excusez-moi. Merci. Une question concernant le partage des données de vos clients. Quand vous travaillez sur un dossier, vous travaillez uniquement avec les données de vos clients, ou si vous avez par exemple préalablement travaillé sur un client qui est un peu dans le même domaine, vous partagez pour être plus efficient? Est-ce qu'il y a des logiques de détention de brevets ou de choses comme ça qu'il vous faut respecter, j'imagine? Alors, la première chose, et c'est un très bon point, l'analyse de cycle de vie, c'est très précieux pour une entreprise parce qu'on va retrouver la recette du produit, la BOM, la bill of material, on va retrouver les technos qui sont là, on va retrouver les fournisseurs et puis potentiellement on fait de l'ACV sur des produits qui ne sont pas sortis. Donc on a une partie de la stratégie de l'entreprise. Donc il est évident pour nous qu'on ne peut pas partager des modèles d'ACV sans demander aux clients parce qu'on est en train de partager leur valeur industrielle. Ça, c'est pas possible. Pour autant, aujourd'hui, nous on a la chance de travailler avec des acteurs de secteurs assez différents. Et donc d'avoir des connaissances qui sont plutôt des connaissances scientifiques, métiers qui ne sont pas liés particulièrement à un client, qu'on va pouvoir réutiliser pour accompagner d'autres. Je prends un exemple, on a des acteurs miniers sur l'extraction du lithium, sur du manganèse, donc des métaux rares initiaux qui sont particulièrement utilisés pour les batteries. On a aussi des clients dans la mobilité qui ont des batteries électriques. Et bien on est capable de faire le lien et de leur expliquer pourquoi ils ont l'impact. Donc ça peut se faire. Et quelque chose qu'on développe de plus en plus, c'est de permettre aux clients qui le souhaitent de mettre leurs données d'impact à disposition et de faire des moyennes avec un petit peu de bruit et dès lors qu'on a au moins 3 clients pour pas que ce soit possible de revenir en arrière. Et dans ce cas-là, de leur permettre de se comparer au marché. Donc on peut comparer, on peut l'utiliser nous pour apprendre et pour mieux éduquer, mais par contre en aucun cas on partage la propriété industrielle. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Si vous voulez rencontrer Martin et Martin pour parler un peu plus de l'IS, n'hésitez pas. Et on va continuer en accueillant Clément Beauvalet de RSE Challenge pour merci beaucoup, pour cette troisième session de pitch autour de l'IA responsable et du numérique. On peut l'applaudir. Des petits caprices ce matin au niveau de l'écran. Brancher, débrancher, oui merci. C'était pas arrivé hier, c'était sûr que ça allait arriver aujourd'hui. On savait qu'il y a un moment où l'écran allait être un peu capricieux. On pensait pas si proche de la pause déjeuner, je vous cache pas. Ouais. C'est la fin de matinée. Ça va vous? Vous avez eu le temps de vous balader un peu, rencontrer des gens? C'est votre première journée ou vous étiez là hier? Qui était là hier?
Vous êtes revenus, c'est trop bien. Ce serait horrible sinon. C'est bon? Oui, non? Super. Bon. Est-ce que vous avez sinon une... Oui, bien sûr. Non, mais c'est dommage. Non, je vais pas faire du stand-up. Ça va être gênant pour tout le monde. Faites-moi confiance. Asseyez-vous, hein, je vous en prie, vous êtes debout, non? Ah voilà, tant pis. On peut peut-être remercier et applaudir les équipes techniques qui, franchement, depuis hier, font un travail assez incroyable. Donc si ça ne vous dérange pas de les applaudir et pour les encourager au max, parce que vraiment, ils se donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que moi, je suis là, mal meublée. Chacun son métier, c'est comme ça. Pour l'anecdote, il avait proposé une autre manière de projeter sa présentation et je lui ai dit que c'était mieux comme ça. Et ça ne marche pas. Allez, c'est bon. Ah, super. Génial, merci, on y est, super, bravo, merci. Donc, pardon, Clément Beauvalet pour RSE Challenge. Voilà. Bonjour à tous. Je vais essayer de me planquer dans un coin. Non, je sais pas. Si, c'est bon, vous pouvez voir. Enchanté. Bon, je vais essayer de recraper un petit peu de temps. Où on est bon sur le temps. Tout va bien, super. Donc, je suis venu vous présenter le RSE Challenge. C'est le premier atelier de formation à l'RSE pour les entreprises. Et c'est surtout un atelier qui va être plus riche que d'autres ateliers. Pour vous expliquer un petit peu d'où on vient, on est trois associés qui ont un peu pris trop conscience de la crise climatique, qui ont un peu fêté leurs 40 ans et qui ont un peu fait le burn-out de la roue du hamster et qui se sont dit, et si on faisait quelque chose qui avait du sens? Le quelque chose qui avait du sens, c'était soit d'acheter une voiture de sport, soit de sauver le monde. Bon, bah, le hamster, il n'avait pas de parking, donc il s'est dit, on va essayer de sauver le monde. Et puis quand on est allé là-dedans, on a été sur l'environnement, on s'est rendu compte en fait le vrai sujet, c'était la RSE dans les entreprises, que ça devenait vraiment le focus qu'il fallait mettre dans les entreprises. Mais que, alors je vais passer là-dessus, mais que pour les entreprises et pour les salariés, souvent la RSE, ça se limitait à on met des gourdes et des ruches sur le toit. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose de mieux à faire, qu'on pouvait peut-être amener quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu donné notre mission, c'était de former les gens, former 1 million de salariés à la RSE, concrètement leur faire comprendre ce que c'est la RSE. Comment on fait ça? En fait, on fait une formation qui va conjuguer l'impact économique et l'impact positif pour permettre aux gens de comprendre que la RSE, c'est pas juste des emmerdes, c'est aussi le moyen de trouver des solutions et de rendre une entreprise plus bénéficiaire et plus bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour les actionnaires. Donc ça, c'est génial, hein, le capital aime ça. Comment on fait ça? En gros, on a un atelier où on va mettre les salariés en mode dirigeant. Vous allez piloter une entreprise virtuelle. Tout le monde a la même entreprise virtuelle. Et on va vous donner des actions RSE. Donc, c'est toutes ces petites cartes que vous voyez dans mes mains. Alors, je suis pas gaucher, je ne sais pas les faire tomber. Toutes ces cartes, en fait, sont des vraies actions RSE. Et on va les appliquer à l'entreprise virtuelle que vous avez. Et le but, c'est de devenir le plus rentable et le plus performant économiquement en même temps. Donc, d'avoir le mix des deux. Et en fait, comment on a fait ça? C'est parce que nous, on a voulu vraiment parler d'ESG, mais de finance aussi, qui est le vrai sujet dans les entreprises. C'est pas juste le E, c'est pas juste le S, c'est d'avoir un vrai sujet qui couvre tout. On parle à tout le monde. Alors je vais passer ça un peu rapidement parce que là on est plutôt sur les présentations basiques. L'idée c'est plutôt de vous expliquer comment ça fonctionne. On a plus de 400 actions RSE en base de données, on en engrange chaque jour. Typiquement un salon comme ça, nous c'est du bonheur parce qu'on découvre plein de nouvelles actions, plein de nouvelles potentielles actions qu'on peut mettre et qu'on peut paramétrer. Et dans ces actions, on a derrière un dashboard, donc ça c'est la partie en ligne, un logiciel
qui va calculer, recalculer à chaque fois que vous activez une action, l'impact que ça peut avoir, que ça soit sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance, sur les achats, mais aussi sur le business, sur le chiffre d'affaires, sur le résultat. Et puis on va regarder chaque action, action par action, l'impact que ça peut avoir pour que les gens soient à la fois dans une compréhension de la RSE, comment se constitue la RSE, c'est quoi les sous-indicateurs, qu'est-ce que je fais bouger, qu'est-ce que je fais évoluer, et puis de comprendre aussi très simplement quels sont les impacts de chaque action et donc ce que je peux attendre un petit peu de chaque action. On est dans une logique, nous, annualisée, on va dire. Chaque atelier se fasse sur 8, 10, 12 ans virtuels. Ça permet aussi d'avancer dans le temps, d'aller voir les moments où des législations vont changer et comment elles peuvent impacter mon entreprise. Et ça va nous permettre d'avoir de prendre des actions à chaque fois, de recalculer et de de comparer la performance des uns et des autres, à la fois sur le business, mais sur la RSE aussi, pour qu'on ait vraiment une volonté de croissance durable, même si pour certains, c'est un peu un gros mot. Comment ça fonctionne? Nous, en fait, on est des mecs de la data, du digital. Donc, on a fait un outil qui modélise le fonctionnement d'une entreprise. Une entreprise, hein, généralement, on peut la lire comme un tableau de bord. Il y a différents métriques, différents indicateurs. Nous, on a modélisé tout ça. Derrière, on a créé des modèles qui sont sectorisés. C'est-à-dire que dans le secteur banque, dans le secteur, par exemple, la secteur banque, nous, on a un modèle de base et puis on va l'adapter à la réalité, plus ou moins de bâtiments, plus ou moins de personnes, plus ou moins d'investissements, etc. Et ça va nous permettre d'avoir un truc qui ressemble à la réalité, et derrière toutes les actions RSE qui sont paramétrées avec des impacts. Là, on prend la mise en place en fait d'un CRM. Un CRM, ça veut dire quoi dans une boîte comme la banque qu'on avait avant? C'est une tonne d'eau de papier en moins, mais ça veut dire aussi plus de consommation électrique, mais ça veut dire aussi potentiellement un net promoter score client qui s'améliore parce que je suis moins ennuyeux pour mes clients, j'ai moins de paperasse, je fais moins de choses, donc ça me fait aussi du bénéfice pour ma productivité. Et c'est ça la RSE, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est projeter ça dans du concret, dans du réel pour que les gens sachent un peu en quoi la RSE peut vraiment les aider. Notre objectif, c'est de devenir le leader européen d'outils de formation, parce que nous, c'est le logiciel. Le but pour nous, c'est de diffuser ce logiciel comme une nouvelle fresque et de remplacer la fresque dans les entreprises pour pouvoir vraiment amener un outil qui permet de comprendre comment je peux faire de la RSE concrètement en entreprise. Nos avantages, concrètement, c'est de mesurer, c'est de former, c'est d'engager. Les employés qui viennent chez nous, généralement, j'en ai pas là, mais c'est généralement pour eux la RSE, ce que je disais, c'est la gourde et des ruches. Quand ils sortent de chez nous, ils connaissent au moins 30 actions concrètes pour leur métier, pour leur secteur en RSE, qui vont leur permettre de vraiment agir demain. Donc on les aide vraiment à se former, à comprendre ce qui se passe. Et puis on les aide à apprendre, à agir. On a de très bons résultats puisqu'on a vraiment une meilleure compréhension donc ça c'est nos stats sur 2024, une meilleure compréhension de la RSE par les salariés, une meilleure compréhension des impacts et aussi un vrai apprentissage des actions RSE pour les entreprises. Et puis on va passer sur les clients, ça fait un peu d'ego, c'est toujours sympa. On a des grandes boîtes, on a des petites boîtes. Nous, on est ouvert à bosser avec le maximum d'entreprises et puis on cherche aussi à développer notre réseau de consultants animateurs pour pouvoir diffuser de plus en plus l'atelier au fur et à mesure, le RSE Challenge. Et puis on est soutenu par des partenaires, on est assez content puisqu'on a un vrai sujet porteur. Et je pense que avant tout, nous, ce qu'on croit, c'est que les gens, on doit changer les mentalités pour que ça avance et leur donner du concret et pas être dans le théorique ou l'ésotérique. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Donc on est dispo au stand OB3. Si vous voulez passer nous voir, c'est assez facile. On a des pulls qui sont assez reconnaissables. Donc on est deux. Si vous nous voyez traîner dans les allées, vous n'hésitez pas. Vous nous sautez dessus et vous nous dites je voudrais en savoir plus. Merci beaucoup. Merci, bravo. On a le temps pour une petite question. Est-ce que quelqu'un aurait une question sur RSE Challenge? Alors, dans tous les cas, est-ce que vous pouvez répéter où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, le stand OB3. On n'est pas loin, on est par là-bas. D'accord, donc n'hésitez pas. Allez. Ah, j'arrive. Est-ce qu'il n'y a que vous qui pouvez former ou... Non, du tout. Nous, pour l'instant, on anime parce que ça fait un an qu'on existe. Pour l'instant, on anime, mais le but est vraiment de passer la main, de passer la licence et la licence de logiciel, les cartes, voilà, comme des fresques. Exactement. C'est la logique. Et du coup, une petite complémentaire, ça prend combien de temps l'animation? Alors l'atelier, c'est entre 1h30 et 4 heures parce qu'on peut s'adresser de 4 à 100 personnes. Comme on fonctionne par groupe, on peut faire fonctionner les groupes ensemble et c'est plutôt intéressant parce que ça permet aux gens d'échanger, de comparer leurs vues, leurs préjugés, leurs conceptions et donc de travailler vraiment ensemble sur une meilleure solution RSE. Okay, merci. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et donc on va clôturer avec le dernier pitch, donc cette session autour de l'IA responsable et du numérique, en accueillant Daouda Dramé avec Horizon qui va venir parler
Merci encore. Je ne veux pas la laisser par terre, on sait Oui, jamais qu'il y a un problème. en effet, merci beaucoup. On va éviter les problèmes techniques pour cette dernière session. Je vous en prie, on peut l'accueillir, merci. Alors bonjour à tous. Donc avant de me présenter, je vais commencer par une question. J'aime bien commencer ma présentation comme ça. Et si je vous disais que c'était possible d'entamer sa transition énergétique pour les bâtiments à partir de votre voix et de photos. Donc c'est un peu racoleur, mais on le fait avec Horizon. Donc je me présente, Daouda Dramé, donc je suis l'un des 3 cofondateurs d'Horizon. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on existe. On commercialise un logiciel pour pouvoir collecter et digitaliser les données dans les bâtiments tertiaires et industriels pour atteindre les objectifs d'enjeux climatiques notamment. Alors le problème qu'on essaie de résoudre, il y a 10 millions de bâtiments tertiaires en Europe qui vont avoir un problème d'un point de vue climatique dans les prochaines années. Donc on le sait, le réchauffement climatique, etc. Donc moi j'ai été auditeur énergétique pendant plusieurs années. Donc je suis allé dans les bâtiments, j'ai pris des photos, j'ai annoté sur du papier, j'ai créé des rapports et que j'ai fournis à des décideurs. Et malheureusement, je pense qu'on a eu un 0 pointé sur les actions que j'ai préconisées parce qu'aucune action n'a été menée et aucun travaux n'a été réalisé. Donc pourquoi ? C'est pas pour tirer sur les décideurs ou les propriétaires de bâtiments, c'est parce qu'ils n'ont pas les données. Imaginez que vous aviez une centaine de bâtiments à gérer, des milliers d'équipements à gérer, et vous devez entamer une transition énergétique, vous n'avez pas les données pour pouvoir le faire. Donc nous, on essaie de régler ce problème en facilitant la collecte de données dans les bâtiments, donc sur le terrain, donc les auditeurs énergétiques, les sociétés de maintenance, etc., pour leur permettre de donner plus de visibilité à leurs clients. Donc au lieu de leur donner des fichiers Excel ou des fichiers PDF, on leur met à disposition toutes les solutions et toutes les photos et toutes les notes vocales qui ont été saisies sur le terrain sur une plateforme complètement digitalisée. Donc cette cause-là mène à des risques. Évidemment, aujourd'hui, si ces acteurs ne se mettent pas en ordre de marche, il y a des sujets importants, évidemment liés à la transition énergétique, mais pas que. Des sujets de non-conformité, des sujets de dépréciation climatique de leurs bâtiments, mais aussi une pression des occupants. Donc nous, on le voit beaucoup. Les occupants souhaitent vivre dans travailler plutôt dans des bâtiments plus confortables et des bâtiments vertueux. Et on se rend compte qu'il y a une fuite en fait, des occupants des bâtiments tertiaires dans lesquels ils ne sont pas vertueux. Alors Horizon, c'est un peu la première solution de collecte de données qui est dédiée du coup aux enjeux climatiques. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça fonctionne très simplement. C'est un logiciel qui fonctionne sur tablette et qui fonctionne aussi sur plateforme web. Donc cette plateforme sous forme de tablette permet, et ça c'est notre grosse technologie, à partir des photos et de notre vocal, de collecter l'information. Donc imaginons que vous n'êtes pas expert, vous n'êtes pas énergéticien, vous êtes face à une pompe à chaleur, vous ne savez pas ce que c'est qu'une pompe à chaleur. Prenez une photo, expliquez vaguement ce que vous voyez. Prenez une photo de la plaque technique et nous on est capable avec notre IA de comprendre quel est l'équipement, de quelle année il est, estimer sa consommation, etc., et alimenter tout ça et envoyer ça dans les bases de données du client. C'est un gros gain de temps sur le terrain, donc 30 à 40% de gain de temps sur le terrain. Et on sait aujourd'hui le vrai sujet, c'est que les auditeurs énergétiques, il n'y en a pas assez aujourd'hui sur le terrain pour pouvoir justement collecter cette information. Donc l'idée c'est d'aller vite et leur mettre des outils qui peuvent du coup accélérer cette transition. Un point qu'on aime bien aussi chez Horizon, c'est l'annotation sur plan. Donc tout à l'heure je parlais de chaudière ou de pompe à chaleur. Vous êtes face à une chaudière, vous l'avez pris en photo. Donc en début d'année, il y aura un autre acteur qui va venir peut-être 6 mois après, qui est le mainteneur, pour aller vérifier si la chaudière fonctionne bien. Et vous allez avoir plus tard un autre acteur qui va venir vérifier si elle consomme beaucoup, etc. Et très souvent on perd l'information, parce que l'information n'est tout simplement pas digitalisée. Donc l'idée, c'est qu'avec Horizon, peu importe l'acteur, on vous donne des accès, vous êtes sur un fond de plan, vous voyez que vous êtes en face d'une chaudière, vous cliquez, vous allez voir tous les éléments qui ont été entrepris auprès de cette chaudière sur les années précédentes. Donc ce qui permet d'avoir un espèce d'historique et de mémoire liée aux équipements qui sont dans vos bâtiments. Une fois que la donnée elle est collectée, on passe sur la plateforme web. Donc vu qu'on a toute la donnée qui est complètement structurée sur les parcs immobiliers,
on est capable d'interroger la base de données. Donc imaginez, vous êtes gestionnaire de bâtiment, vous avez envie de savoir voilà, combien j'ai de chaudières qui vont tomber en panne dans les prochaines années, quelles sont les chaudières qui consomment le plus. Vous pouvez interroger notre IA qui s'appelle Ori, donc diminutif d'horizon, et cette IA est capable de vous répondre très concrètement avec les actions qui ont été menées sur votre équipement et quels sont les éléments à entreprendre dans les prochaines années. Une fois que vous avez évidemment interrogé votre IA sur la plateforme, on est capable de créer des plans d'action adaptés au métier que vous cherchez. Donc si vous voulez faire un plan d'action énergétique, un plan d'action carbone, etc., nous on a toute l'intelligence métier, parce que voilà, je suis énergéticien, Razvan qui joue le photographe juste derrière, qui est mon associé, et énergéticien aussi. Donc on a mis tout notre jus de cerveau dans ce logiciel, et l'idée c'est qu'on mette à disposition toute notre connaissance énergétique et carbone aux décideurs qui ont besoin de transitionner leur bâtiment assez rapidement. J'ai été rapide. On a quelques clients, donc on touche à pas mal d'acteurs, donc beaucoup d'acteurs du tertiaire. On travaille notamment avec la RATP, la Poste Immobilier, Buffalo Grill, donc ça n'a rien à voir, mais ils ont les mêmes sujets. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse collecter de la donnée. Vous n'avez pas besoin d'être expert, prenez des photos et parlez. Et on sera capable d'entamer la transition énergétique de vos bâtiments. Voilà. Bravo. Du coup, on a du temps pour des questions. Ouais, j'arrive. Quand on parle, est-ce que ça marche aussi quand il y a du bruit de fond? Est-ce que vous avez mis un petit truc? Ça dépend de la qualité de votre outil. Donc si vous avez un smartphone ou une tablette, ça fonctionne très bien. Donc lorsque vous envoyez des notes vocales sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, c'est le même micro qu'on utilise. Et notre IA est capable de juste reconnaître les mots-clés intéressants qui vont alimenter la base de données de votre client. Mais il n'y a pas de petit algo qui enlève le... Pour le moment, non. Aujourd'hui, on récupère uniquement, basiquement, votre note vocale. Et en fait, l'IA n'a pas besoin aujourd'hui d'enlever ses bruits de fond, etc. Elle fait déjà ce travail-là grâce à sa base de données d'IA. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir ou a une question sur le sujet? Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans l'événement? On est au stand SB2, dans un coin très sombre, au fond. Donc n'hésitez pas à passer. On pourra vous faire même une petite démo ou faire même tester l'application, parce que c'est ouvert à tout le monde. Super, ben, merci beaucoup. Merci à vous. On peut applaudir. C'est ici que s'achève cette session autour de l'IA responsable et du numérique. On reprend les sessions de pitch cet après-midi à 14h30. Bon appétit, bonne promenade et à tout à l'heure.